Bienvenue à cette 33e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, dont le thème porte cette année sur la marche. Et quand nous avons décidé de ce thème, il nous est apparu évident de proposer à Gérard Guerrier d'être le président d'honneur de cette manifestation. Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est un ingénieur qui est également conquis par la littérature. C'est aussi un marcheur émerveillé, c'est un philosophe audacieux mais surtout profondément humain, et c'est un romancier qui est inspiré par l'histoire, par la grande histoire et aussi par les petites histoires, les histoires qui se passent dans les montagnes et dans les alpages reculés, et c'est le thème d'ailleurs de son dernier ouvrage, Le Seigneur des écrins. En fait, nous avons discuté un peu en amont de cette journée et Gérard m'a proposé de parler de la littérature alpine et de son utilité. Alors, la littérature, on sait que c'est ce qui sert à créer du lien entre les hommes, c'est ce qui permet de s'informer, de prendre du plaisir, c'est ce qui permet aussi de séduire. Et la littérature alpine, la question est de savoir si elle a une spécificité. Est-ce que sa spécificité est l'émerveillement face au spectacle étonnant d'une montagne qui évolue d'année en année? On le voit bien à l'heure actuelle avec l'évolution des glaciers. Est-ce que c'est une littérature alimentaire pour décrire des récits de course ou des récits d'aventure? Est-ce que c'est une littérature qui permet de se plonger dans l'histoire? Voilà, il y a plusieurs développements possibles sur une littérature de passion ou une littérature à visée plus alimentaire. Donc, je voudrais vraiment remercier Gérard Guerrier de sa présence et surtout de son œuvre foisonnante qui fait date puisqu'il a écrit des livres qui sont majeurs et profondément humains sur lesquels on peut tous méditer au quotidien, que ce soit son éloge de la peur ou son livre intitulé Du courage qui permet de réfléchir sur nos comportements individuels et collectifs face aux risques auxquels on est confronté toute la journée. Donc, Gérard, quelle est ta vision, ton approche de la littérature, et notamment de la littérature alpine? Alors, bonjour. C'est pas simple parce qu'en fait, la littérature de montagne, est-ce qu'on peut parler de la littérature de montagne ou des littératures de montagne? Moi, je parlerais plutôt des littératures de montagne, tellement le paysage est changeant. Entre un Roger Cana qui va faire l'éloge des cristalliers ou des colporteurs de l'Oisan, ou John Krakauer qui va nous parler de la tragédie sur l'Everest, je pense qu'il y a une distance énorme. Et effectivement, le dénominateur commun, c'est la montagne, mais est-ce que la montagne ou est-ce que ce sont les montagnes? Entre la montagne de Ramuse, celle de Giono et celle justement de Reinhold Messner, quel est le point commun? La verticalité? Dans le Queyras, la verticalité, elle n'est pas forcément présente, ou dans les Alpes de Haute-Provence, vers Manosque, et pourtant on est toujours en montagne. Alors c'est quoi la montagne? En fait, j'en sais rien. Encore une fois, ce sont les montagnes, et moi ce qui me plaît dans les montagnes, c'est justement cette diversité incroyable, des gorges du Verdon jusqu'à la face nord de l'Eiger. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, pourquoi la littérature de montagne? Bien, chacun sa réponse. Il faut savoir que la littérature de montagne, elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est quand même pas une histoire toute neuve. On peut la dater sans doute. Allez, je vais me lancer début 18e, quelque chose comme ça. Je pense à Jean-Jacques Rousseau, par exemple, hein, avec la Nouvelle Héloïse, etc. Où soudain la montagne de domaines effrayants, lieu des mauvais esprits, etc., ça va devenir un lieu d'émerveillement. Donc de Jean-Jacques Rousseau, et puis ensuite elle va évoluer, alors avec une période que j'adore, mais que j'adore moquer, entre guillemets, c'est l'époque victorienne et édouardienne, hein, avec ces touristes anglais qui viennent visiter les sauvages dans les vallées de l'Arve et ailleurs.
Alors moi, ma tête de Turc favorite, c'est Edward Whymper, qui, à mon avis, expose tous les travers d'une époque, de la supériorité de l'homme blanc anglais par rapport aux indigènes de l'Oisans, qui sont évidemment pleins de puces, goitreux et que sais-je encore. Donc c'est aussi de la littérature de montagne. J'aime la lire, mais on voit qu'on passe d'un registre à l'autre. Et puis alors après, encore une fois, à chacun sa littérature de montagne. Pour moi, la mienne, elle est plutôt du côté de Ramuz, de Giono, de Rodolphe Töpffer. Vous savez, Rodolphe Töpffer, c'est ce maître d'école genevois qui emmenait ses élèves en vacances pendant l'été. Et c'est le premier qui a fait le tour du Mont Blanc avec une ribambelle de gamins. Mais à la différence de Whymper, lui, il s'émerveille et il trouve finalement les habitants du lieu assez attachants. Mais bon, etc., etc. Oui, on voit très bien qu'il y a eu une évolution dans la littérature de montagne avec, au départ, une littérature qui visait à connaître, à comprendre, à expliquer le monde, et puis, plus récemment, peut-être, une littérature qui consiste à davantage s'approprier la montagne, à l'utiliser, à l'instrumentaliser. Et il y a dans la littérature de montagne un certain nombre de textes qui s'attachent à décrire la vie des gens qui vivent à la montagne, et d'autres textes qui visent à assurer la promotion de ceux qui en vivent. Alors ça, c'est la grande question, hein. C'est la fameuse littérature alpine, on va dire alpine dure, alpinisme, où effectivement la plupart des auteurs font la promotion de leur propre prouesse. Donc c'est une littérature que je goûte de temps en temps, mais sans toujours avec beaucoup de plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'homme derrière, ou la femme, hein, c'est pas exclusif au genre. Par exemple, je pense à Lionel Terray dans ses Concurrents de l'inutile. Pour moi, c'est un modèle de littérature où l'auteur, certes, fait sa promotion, mais de façon assez discrète et de façon assez intime. Et en étant assez honnête, je pense notamment quand Lionel Terray parle de l'époque 1944. Vous savez, il est alors paysan aux Ouches. Hein, il a réussi à échapper au STO, au service de travail obligatoire, en se déclarant paysan. Et avec son épouse, ils essaient de cultiver quelques hectares d'une ferme aux Ouches sans en avoir les compétences. Et Terray se dit, tiens, pourquoi je ne suis pas rentré dans la résistance? Et en fait, donc moi, c'est ça que j'aime chez lui, c'est sa profonde honnêteté. Et quand il parle de son engagement auprès des forces françaises, donc auprès de la première armée qui va partir en Maurienne, il le fait presque en s'excusant. Il dit, oui, j'ai été recruté un peu de force, j'ai été par un vendeur de bonne aventure. Et moi, j'aime beaucoup donc, cette honnêteté, cette sincérité par rapport aux rodomontades de certains. Là, je pense à des personnes qui, enfin, bon, je ne vais pas donner de nom, mais qui font l'Everest avec oxygène et qui nous écrivent un bouquin ou qui font un film après ça. Je trouve ça d'un ridicule total. Ou même cet alpiniste qui a fait les 14 8000 en 3 mois. Waouh, c'est sûr, on va voir un bouquin et on va voir un film avec ça. Alors je fuis cette littérature parce que c'est une littérature de l'ego et c'est à l'opposé de ce que je propose dans le courage. Qu'est-ce que le courage? Alors évidemment, tous les alpinistes sont courageux. Ben non, justement, c'est pas évident du tout. Parce que dans le courage, ça c'est un peu, je vais vous faire un peu un condensé de l'histoire de la philosophie du courage. Mais quand on rajoute toutes les couches philosophiques du courage, on arrive à une définition, en tout cas moi j'arrive à une définition du courage. Le courage, c'est forcer sa nature. Donc là, l'alpinisme, ça fonctionne plutôt bien. C'est forcer sa nature pour un noble objectif.
Alors après, on va pouvoir discuter de qu'est-ce qu'un noble objectif. En tout cas, certainement pas de faire 14 000 en 3 mois. Je vois rien de noble là-dedans. Mais l'alpiniste peut gravir un sommet pour un noble objectif dans la mesure où il s'améliore lui-même. S'il le fait pour la gloire et les caméras, pour moi, on sort du noble objectif. Mais bon, ça serait des choses à discuter. Voilà, c'est toute la distinction entre le courage et l'audace. Le courage étant une prouesse qui vient du cœur et qui consiste peut-être à mettre sa vie en danger pour les autres. L'audace étant de risquer sa vie ou de faire une prouesse pour soi-même et pour sa propre promotion. En tout cas, dans ce que tu venais de dire tout à l'heure, on peut faire référence à Julien Gracq qui, en 1950, avait écrit La littérature à l'estomac, où il dénonçait, alors là, chez les écrivains parisiens et de Saint-Germain-des-Prés, les exercices d'autopromotion pour justement essayer d'assouvir un désir de gloire parfois éphémère. Est-ce que tu penses que dans la littérature de montagne, il y a eu des textes, des romans, des récits, de circonstances? Après, encore une fois, Whymper, par exemple, c'est ma tête de Turc, mais son livre Scramble in the Alps, c'est un bon livre. Donc, pour moi, c'est pas très moral. Je déteste le personnage comparé à d'autres alpinistes qui sont bien moins connus. Je pense à Angelo Di Bona, Tita Piaz, etc. Mais c'est quand même de la bonne littérature. C'est tout le problème. La littérature n'est pas forcément morale, au contraire du courage. Le courage, pour moi, il a forcément une dimension morale. La littérature peut être immorale, amorale, ça n'a pas de lien avec la morale. Et ça peut être quand même de la bonne littérature. Et le courage doit s'adresser à l'humanité. Je veux dire, il y a une visée humanitaire dans le courage. Alors là, on va partir sur un long débat. Alors effectivement, il y a des personnes, je pense à Hannah Arendt, la philosophe allemande, qui pense que le véritable courage est nécessairement politique au service du collectif. Moi, je dirais qu'il y a débat là-dessus. Je dirais qu'on peut poursuivre un noble objectif sans nécessairement servir la communauté, en s'améliorant. C'est-à-dire que un alpiniste qui, à force de persévérance, arrive à passer du 6B au 7A. Moi, je n'ai jamais réussi le 7A, donc voilà, j'en parle en connaissance de cause. Pour moi, ça peut être un noble objectif, dans la mesure où il s'améliore et il ne le fait pas pour épater la galerie, pour des raisons qui sont un peu futiles, mais pour devenir une meilleure personne. Et j'ai toujours pensé qu'on était d'autant plus enclin à être au service de la collectivité que soi-même, on est devenu une meilleure personne. Donc je pense que, contrairement à Hannah Arendt, je pense qu'il n'y a pas opposition entre courage individuel et courage au service de la collectivité. Et j'en veux pour preuve que des personnes qui, dans l'histoire, ont marqué l'histoire par leur courage politique. Alors bon, on va prendre la galerie, Churchill, De Gaulle, Kennedy, que sais-je encore, mais bon, vous pourriez en proposer d'autres. Bien souvent, dans leur jeunesse, c'est des gens qui, physiquement, ont fait preuve de courage. Alors que ce n'était pas nécessairement au service de la collectivité. En tout cas, ce n'était pas nécessairement un courage politique au sens de Hannah Arendt. Oui, Hannah Arendt dénonçait la banalité du mal, mais également la banalité du risque. Oui, mais moi, donc moi, je ne souscris pas à cette philosophie-là. Je préfère une autre philosophe qui s'appelle Simone Weil. Alors, c'est pas notre ministre de la Santé, qui, elle, disait qu'une vie sans risque, c'était une vie sans saveur, etc. Une vie sans saveur, à condition que, effectivement, la prise de risque ne se répercute pas sur d'autres personnes qui vont avoir leur vie mise en danger par cet excès d'imprudence. On revient au noble objectif. Pour moi, il n'y a pas de courage sans noble objectif.
Mais ça, c'est ma dimension morale et je ne suis pas le seul à le proposer. Hein. Ce n'est pas très original. Ce n'est pas très original, mais à partir du moment où l'on prend un risque, je veux dire, cela renvoie aussi à la notion de peur et à la notion d'angoisse face à une situation incertaine. Ouais, bah là, tu me lances sur un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, hein, le lien entre risque et peur, en sachant qu'il y a effectivement un lien, mais qu'il n'est pas automatique. Il y a des tas de peurs sans risque et de risques sans peur. Quant à l'anxiété, elle est intéressante parce que justement, l'anxiété n'est pas nécessairement corrélée à la notion de risque. En fait, l'anxiété, c'est quoi? C'est se projeter dans un futur, notamment à partir de nos souvenirs et de notre imagination, et imaginer des risques qui existent ou qui n'existent pas. Et ça, hélas, seul le futur finit par nous le dire. La seule bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que l'anxiété se dissout dans l'action. Vous savez, c'est la fameuse peur de la peur de pas de la moraine, la peur du, comment on dit en alpinisme? Tu connais ça? De la rimée, bien sûr, la peur de la rimée. Hein, il est 3 heures du matin, vous êtes au refuge, vous allumez votre lampe, votre frontale, puis vous avez peut-être 2 heures de marche sur la moraine et sur le glacier avant d'atterrir sur la rimée. Et pendant 2 heures, vous allez vous dire, est-ce que je vais réussir à passer la rimée? Est-ce que je vais réussir à la passer, la rimée? Puis en fait, une fois que vous êtes sur la rimée, bah oui, l'anxiété, elle a disparu, vous êtes là, et puis vous êtes dans l'action. L'anxiété se dissout dans l'action. Et dans la pratique de la montagne, la constance est de toujours dompter le danger qui est toujours présent. Et comment cette proximité du danger se traduit-elle dans la littérature? Parce que certains auteurs en ont fait un fonds de commerce parfois. Bah, évidemment, et puis alors je vais vous dire, moi je suis aussi fautif parce qu'il se trouve que j'écris la chronique culture et histoire sur un magazine web qui s'appelle Alpine Web Mag, pour ceux qui connaissent. Et mon rédacteur en chef, qui s'appelle Ulysse Lefebvre, qui est charmant, n'arrête pas de me demander des choses un peu tragiques. Donc quand je lui écris, par exemple, un article sur Topfer, vous savez, pardon, pas Topfer, zut, ça y est, excusez-moi, le nom ne me revient pas, mais le héros tyrolien qui s'est dressé contre Napoléon, Ulysse, il trouve ça pas très cool. Par contre, si je lui propose l'histoire de l'avion qui a coupé le câble de la ligne Heilbronner aiguille du Midi, alors ça, il trouve ça génial. Parce que, bon, voilà, il y a du tragique. Et dans la littérature de montagne, il ne faut pas rêver. Je dirais qu'il y a bien 50 à 60% d'histoires tragiques, d'avalanches, de crevasses, voilà. Regardez les best-sellers de la littérature alpine, ce sont souvent des histoires tragiques. Parce que c'est comme ça, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce lien entre la montagne et la mort, avec la peur, etc. Et finalement, en lisant, on arrive c'est un peu une espèce de vaccin contre l'anxiété et la peur, la mort, je ne sais pas. Oui, il faut souvent exciter la fibre morbide des lecteurs ou des spectateurs ou des téléspectateurs. Et on voit bien quand on regarde des programmes de télévision, tous les soirs, il y a un roman policier ou quelque chose qui renvoie aux frontières du convenable et de l'éthique. Donc la littérature de montagne n'échappe pas à la règle. Et entre les drames à l'Everest, les règlements de compte, les affrontements, effectivement, cela peut donner du grain à moudre à la fois aux auteurs et aux éditeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son dernier roman, Le Seigneur des Écrins, Gérard Guerrier, donc sur le fond d'une intrigue, le fond d'une histoire qui n'est pas forcément une histoire policière, mais qui est une histoire quand même un peu glauque parfois. Je veux dire, il dépasse l'événement en essayant de faire une réflexion à la fois sur le retour à
la vie sauvage de personnes qui ont été cabossées par la vie, sur l'éloge aussi du silence et la recherche du silence comme échappatoire à une civilisation qui n'est pas forcément adapté à ce que recherchent les personnes qui vivent dans une société qui est parfois polluée par toutes sortes de choses. Et donc, c'est là l'intérêt de ce roman, c'est qu'il va bien plus loin que l'intrigue policière, dirons-nous, et que c'est une façon de réfléchir sur à la fois la montagne, l'isolement que l'on peut trouver dans un chalet d'alpage, et puis la réflexion que l'on peut se faire sur le nécessaire silence qui permet de faire une pause un peu dans sa vie. Ouais, alors c'est un bouquin que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. C'est l'histoire de deux asociaux qui se retrouvent enfermés. Donc c'est un huis clos à la Bérarde en plein hiver. Vous savez que la Bérarde, la route est coupée 5 mois sur 12. Et on va retrouver donc là le dernier guide paysan du début du XXIe siècle qui a existé, qui s'appelait Rémy Turc et qui vivait avec ses chèvres et ses moutons pendant tout l'hiver, qui était légèrement, même manifestement misanthrope. Et puis un autre misanthrope que vous connaissez bien, c'est Sylvestre Talon, qui ressemble beaucoup à un fameux écrivain voyageur et qui est en panne sèche d'inspiration et qui vient imposer sa présence auprès de de Lucien, pour retrouver l'inspiration. Et donc, ce sont deux asociaux, finalement, qui ne trouvent pas leur marque dans la vie d'aujourd'hui et qui vont essayer, au contact de la montagne, de retrouver leurs racines, un Éden perdu, etc. Et en fait, est-ce qu'ils vont le trouver? Ça, je ne suis pas sûr. Parce que c'est peut-être une illusion. Moi aussi, quand je vais en montagne, j'essaye de retrouver cet Éden perdu, un peu ces fragments d'enfance, puisque quand j'étais tout môme, j'ai été élevé à la montagne. Et il faut quand même dire qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à le retrouver. Ou alors, il faut que je monte loin et seul. Heureusement, il y a des bouts de montagne qui sont encore préservés. Alors, pas forcément dans la vallée de Chamonix, pour être très honnête avec vous. Mais dans l'Oisan, justement, dans l'Oisan ou en Italie, on peut encore marcher pendant une journée et rencontrer 2-3 personnes. Et ça suffit à mon bonheur, personnellement, plutôt que de faire la queue sur le Tour du Mont Blanc ou sur les Aiguilles Rouges. Et puis oui, la montagne, c'est compliqué. Moi, chaque fois qu'il y a une canicule, je monte voir des amis au Cési et chaque fois, je m'en repens. En me disant mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas ma montagne du tout, parce que c'est un cirque, c'est une foire. Alors justement, moi je vous invite à aller à la Bérarde. Alors Lulu, il est mort, il est parti en 2009. Sylvain Tesson, il sera peut-être, pas sûr, mais moi j'y serai jeudi prochain à la Bérarde. On donnera l'information à Sylvain Tesson ou à Sylvestre Talon, qui est le héros de ton roman. Il connaît très bien la Bérarde parce qu'il avait été invité au 140e anniversaire de l'ascension de la barre des Écrins par devinez qui, Édouard Wimper. Et il avait fait l'ascension en habit d'époque avec son copain Daniel Dulac. Et il paraît qu'à l'époque, c'est les bruits de la vallée que j'entends dans la vallée, que la montée avait été fort arrosée. En tout cas, le chemin de fer n'arrivant pas à la Bérarde, il pourra peut-être y accéder par un autre moyen. En tout cas, on a l'habitude de dire que la montagne est un monde du silence. Et le silence est souvent un refuge que l'on va chercher en montagne, que l'on va essayer d'atteindre en montagne. En revanche, avec la surconsommation, le surtourisme, le suréquipement de la montagne, il est parfois difficile effectivement de trouver un moment de paix ou un havre de paix dans toutes ces stations qui ont été construites et qui ont à la montagne pour en faire de véritables villes. Ouais, alors bon, on s'éloigne un peu de la littérature de montagne, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il se trouve que pendant 10 ans, j'ai travaillé un peu dans le tourisme. Moi, j'ai une théorie qui est assez iconoclaste. C'est de dire, de toute façon, le tourisme de masse est inévitable. Et donc le problème, c'est pas de limiter le tourisme de masse, c'est de le gérer.
Et pour moi, la meilleure façon de gérer le tourisme de masse, c'est d'enfermer justement la masse dans des nasses. Et alors, vous avez des vallées comme ça qui sont condamnées, par exemple la vallée de Belleville. Bon, bah, c'est foutu, hein. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Martin-de-Belleville. C'est l'Essaisie Empire. Val Thorens, n'en parlons pas. Donc, bétonnons cette vallée, concentrons les Anglais et les Hollandais là, et sauvegardons nos autres vallées. Oui, parce que la montagne a souvent été dénaturée. Et d'ailleurs, dans la littérature de montagne, il y a Samivelle, hein, qui est vraiment peut-être l'écrivain le plus emblématique de la littérature de montagne. Il avait très tôt, dès le milieu des années 50, dénoncé le suréquipement de la montagne, et dans un livre qui avait du reste été en finale du prix Goncourt. Et oui, mais le problème, bon, moi je suis comme toi, je suis suffisamment ancien pour avoir vécu l'époque des années 60-70 où la vérité c'était dans le progrès, l'équipement, etc. Et je pense que bon, on n'avait pas toutes les clés de notre destin à l'époque, hein, et maintenant on en paye le prix. Oui, et puis à l'époque, il y avait une pression de la société, justement, pour commettre ces belles imprudences qui nous éloignaient effectivement de ce spectacle étonnant que nous offre la montagne et que nous offre la nature quand on la laisse à l'état pur. Et il y a encore peut-être quelques vallées qui sont préservées, peut-être dans certaines vallées de l'Isère, dans les Hautes-Alpes, mais elles sont soumises, et on l'a vu l'autre jour dans une rencontre que l'on avait organisée au Jardin des Cimes, elles sont soumises au problème de la gentrification, qui est l'appropriation des terres des gens humbles par des personnes qui viennent de la ville et qui veulent s'approprier un territoire qui n'est pas le leur, avec des façons d'être, des façons de vivre, des mentalités qu'ils cherchent à inculquer aux personnes auprès desquelles ils vont être amenés à vivre. C'est un bon sujet de roman. Oui, alors c'est vrai que bon, alors on connaît les prix de l'immobilier à Combloux, Megève et Chamonix, bon, qui sont surréalistes. Mais vous allez dans le Queyras, à Saint-Véran, vous avez des chalets à plus d'1 million d'euros. Alors je peux vous dire qu'il faut faire beaucoup de foin et beaucoup de miel avant de faire le 1 million d'euros, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la littérature de montagne, c'est la littérature de montagne à vache, finalement. Moi, c'est ma montagne. Bon, alors je vais quand même rouler un peu les mécaniques. Oui, j'ai fait un peu d'alpinisme, mais bon, ça n'a jamais impressionné personne, sauf mes enfants. Mais la montagne à vache me parle parce que c'est un domaine où on marche. Et pour moi, la marche, c'est une source d'inspiration constante, contrairement à l'alpinisme. Quand je fais de l'alpinisme, où j'ai fait aussi beaucoup de vols libres, du deltaplane, pendant 10 ans, on ne pense pas à écrire, on pense à voler, on pense à grimper. C'est tellement intense qu'on est obligé d'être concentré sur l'instant présent, et il n'y a pas de place pour les divagations spirituelles. C'est d'ailleurs le propre de la méditation, hein. Quand on médite, on se déconcentre sur l'instant présent, on est concentré sur le souffle, on n'est pas en train de divaguer avec les nuages. Et moi, dans la marche, ce que j'aime bien, c'est justement divaguer. C'est carrément, j'oublie que je marche et je suis de toute façon une espèce d'esprit qui flotte, et je vais à droite et je vais à gauche. Et j'ai toujours regretté de ne pas prendre j'ai jamais fait, hein, de ne pas prendre un magnétophone ou un petit calepin pour noter les idées que j'ai. Alors si une fois, j'avais traversé la Sibérie orientale, enfin une partie, hein, pas tout, je vous rassure, et là j'avais un carnet, et toutes les heures je m'arrêtais pour noter les idées un peu bizarres que j'avais eues. Et ça n'a rien donné, hein, en dehors de quelques articles ou des poèmes, excusez-moi, j'ai cette faiblesse. Mais voilà, ça pour moi c'est le propre de la marche, c'est vraiment de s'évader, devenir un esprit pur et d'oublier un peu son corps, ce qui risque pas d'être le cas quand on fait du vol libre ou de l'alpinisme.
Gérard Guillerguet est un homme d'aventure qui est aussi à l'aise sur Terre, dans les airs, dans la mer et aussi dans la poésie. Donc, Oui, et dans le enfin, roman, et dans la philosophie, et dans la oui, alors ça m'amuse parce que des fois on me dit ah, Gérard, t'es un philosophe. Je dis, mais on est tous philosophes, hein. À partir du moment où on est et qu'on va mourir, à moins d'être immortel, on est forcément un peu philosophe. mais un philosophe humain en ce qui te concerne. En tout cas, cet éloge de la moyenne montagne et de la montagne ordinaire, pour reprendre quelques expressions, c'est vraiment peut-être l'aspect le plus esthétique de l'environnement dans lequel on évolue. Et là, je voudrais souligner la présence sur le salon de Pascal Viennot, qui a écrit, qui a publié un album qui s'appelle Ma montagne et qui est qui témoigne de ses promenades autour de Saint-Gervais, avec les photos qui l'ont inspiré et qui l'ont marqué et qui l'ont, comment dire, et qui l'ont rassuré. Et je pense que ces photos de la montagne telle qu'elle est préservée, si tant est qu'on puisse trouver les endroits où elle l'est, je pense que c'est très rassurant, c'est très réconfortant et c'est très agréable pour le plaisir des yeux. Mais il y a assez peu de livres qui exaltent justement cette façon de vivre dans les vallées et en moyenne montagne, parce qu'on cherche toujours à faire du sensationnel et à exciter, on le disait tout à l'heure, la fibre morbide du lecteur, parce que c'est ce qui fait rebondir les intrigues. Oui, y compris auprès de mes éditeurs, hein. Moi, j'ai proposé un livre, par exemple, sur les traces de Louis II de Bavière. Euh, Parce que bon, c'est un personnage que j'adore, qui est complexe, qui est, enfin voilà, qui est un peu extravagant. Et mon idée, c'était d'aller de château en château et de refuge en refuge, parce que non seulement il a construit des châteaux, mais il a aussi construit des refuges, et d'aller dans des endroits un peu secrets dans les Alpes bavaroises. Et mon éditrice m'a dit oui, bof. Et voilà, donc par contre, je lui ai proposé des livres un peu plus saignants, et là, la réponse est beaucoup plus positive. C'est dommage. C'est dommage, mais la littérature reste un marché. Donc il faut écrire, mais il faut aussi vendre ce qui est publié. Et on en revient à la littérature à l'estomac dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Et la littérature n'est pas exclue du genre. Non, je vais peut-être écrire un livre sur les 50 morts du saut en base, avec des descriptions très graphiques. Je pense que ça marcherait pas mal. Vous savez, quand il y a un Russe qui s'est craché près de la déchetterie à Chamonix, ça peut faire un bon livre, ça. En tout cas, tu faisais allusion tout à l'heure au plaisir que l'on pouvait avoir à prendre des notes au cours de ces pérégrinations. Et il est curieux de constater que la littérature de montagne et la littérature marché est sinon un genre littéraire, en tout cas une façon d'écrire qui prend de plus en plus d'importance. Et les auteurs qui écrivent des livres sur leur marche disent qu'ils prennent volontiers des notes, soit en situation, soit le soir au bivouac. Je pense à Antoine Debac, qui lui en plus colle les insectes qu'il aura ramassés ou des différentes fleurs ou différentes plantes. Et François Garde, quand il a marché à Kerguelen, lui aussi a tenu son journal dans des carnets qui étaient dans un petit sac étanche pour ne pas prendre la pluie. Et c'est peut-être aussi une façon de ne pas oublier et de conserver peut-être l'émotion de l'instant. Oui, alors il y a les notes. Enfin, moi, quand j'ai écrit mon opéra alpin, je notais mes pensées tous les soirs. Puis, très prosaïquement, il y a les photos, tout bêtement. Hein, les photos sont des bons supports au souvenir et à l'écriture. Et ça ne tient pas beaucoup de place. Et puis, c'est toujours préférable peut-être d'écrire plutôt que de garder une trace par un film ou par une photographie, parce qu'il y a davantage de rhétorique dans l'écriture par rapport à l'image, et c'est peut-être une façon privilégiée de transmettre ce que l'on ressent et de transmettre finalement les messages que l'on souhaite développer et faire. Oui, mais j'aime bien les souvenirs régurgités.
après une deuxième digestion, des fois, ça devient plus concentré, ça devient plus poétique que la simple recopie des notes sur le moment. Mais bon, ça c'est mon truc perso, quoi. J'aime bien la patine que le temps donne aux souvenirs. Est-ce que la marche ou la façon de découvrir la montagne en solitaire est une façon qui fait se recentrer sur soi-même indépendamment des autres? Ou est-ce que c'est plutôt aller vers les autres et s'ouvrir aux autres, à leurs particularités, à leur façon d'être, à leur façon de vivre, etc. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Vous savez, j'ai oublié de vous dire, pendant 10 ans, j'étais le patron d'une boîte qui s'appelait Alibert Trekking. Et c'était drôle parce que on vendait nos séjours en disant à nos clients, vous allez à la rencontre. Et puis plus ça allait, moins j'étais à l'aise avec cette histoire de vous aller à la rencontre. Parce que oui, en gros, les gens vont au fin fond du Tibet pour aller à la rencontre des autres participants. Ils pourraient le faire en France tout aussi bien, ça coûterait moins cher. Donc j'ai un peu un doute sur cette idée de rencontre, parce que la rencontre, il faut du temps. Et aujourd'hui, on est dans une période où on n'a pas le temps, c'est-à-dire que quand vous faites pas le tour du Kilimandjaro, l'aller-retour du Kilimandjaro en 10 jours, vous n'avez certainement pas le temps d'écouter les silences, de regarder les gens dans les yeux, etc. Donc c'est un peu du pipeau pour moi. Et y compris chez les marcheurs au long cours. Quand vous marchez au long cours, alors là je parle pour moi, moi j'aime bien les marches au long cours un peu sportives, du style on part à 6h30 le matin, on arrive à 5h du soir et on plante le camp où on est au refuge à 5h du soir. Là, la rencontre, une fois que vous avez pris la bière, c'est la sieste. Hein. Donc ne nous mépromenons pas. En fait, la rencontre la plus étonnante, c'est celle que je fais avec mon épouse. Parce qu'on part souvent à deux en marche au long cours. Et ouais, là, il y a une rencontre, par contre. On prend le temps de se rappeler qu'on est femme et mari, avec des petits clashs de temps en temps, les clashs classiques que tous les couples ont connus en montagne. Regarde le temps, tu ne crois pas qu'on devrait s'arrêter, ou ah non, on ne va pas se lever à 5 heures, etc. Enfin bon, voilà. Et pour moi, la rencontre, c'est des moments de rencontre avec mon épouse. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et puis le fait de se retrouver comme ça dans un endroit que l'on considère comme étant idéal, c'est peut-être aussi une façon de s'extirper de l'esprit grossier de la vie ordinaire et de la vie quotidienne. Oui, absolument. C'est une des raisons d'être de la montagne, de la littérature de montagne, c'est de redevenir un humain, ce qui n'est pas si simple. Aujourd'hui, notamment avec la prolifération des moyens électroniques, etc., on oublie un peu les bases. Les bases, notamment des trucs tout bêtes. Marcher, c'est fatigant, il faut boire, il faut s'arrêter et retrouver le rythme de son corps. C'est aussi bête que ça. Être en harmonie avec la nature, ne pas surestimer ses besoins, etc. Des trucs vraiment basiques. Mais les trucs vraiment basiques, aujourd'hui, honnêtement, ça devient rare. Oui, et puis il convient aussi de cheminer avec humilité sur ces chemins de traverse que l'on ne connaît pas forcément, mais sur lesquels on va rencontrer des personnes d'une catégorie socio-professionnelle différente, avec une histoire différente. Et on le voit très bien dans Le Seigneur des Écrins, ce qui est très démonstratif, c'est que cet écrivain voyageur qui vient de la ville, qui a un côté un peu snob, un peu mondain, et qui se trouve dans ce refuge, eh bien, il lui faut un temps
pour apprivoiser le vieil homme qui vit reclus dans son chalet perdu dans les neiges. Et il y a vraiment un temps pour apprivoiser l'autre, pour l'accompagner, pour devenir complice et en arriver à boire ensemble et à tuer ensemble les bêtes sauvages ou à faire ensemble un ragoût de marmotte, etc. Donc il y a vraiment ce temps d'adaptation, voilà, ce temps d'adaptation nécessaire pour ne pas s'imposer, pour ne pas s'incruster et pour ne pas, comment dire, pour ne pas être trop intrusif dans la vie de l'autre. Et ça, je pense que c'est un problème de respect et de dignité de l'autre qui est parfois difficile à mettre en place. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un tout petit passage, justement pour revenir aux bases. Donc en fait, on a notre Sylvestre et notre Lulu qui cheminent, ils viennent de tuer un chamois. Et puis voilà. Donc Lulu dit, on va le tirer, il faut se dépêcher pour éviter que le sang tourne, fait le vieux. Mais si les gardes du parc, donc ça c'est Sylvestre Talon, vous avez reconnu, m'emmerde pas avec les grilles, dépêchons. L'animal allait sans ménagement et descendu dans le couloir jusqu'à la route où le vieux chien les attend en rauquant. Lucien tranche alors un pied de corne cassée, ça c'est le chamois, pour les jeter au cabot qui grogne de plaisir. Comment s'appelle-t-il demande Talon. Le chien. Il n'a pas d'autre nom. Quand Margot me l'a donné, il s'appelait Argus ou quelque chose comme ça. Tu connais Margot, ma cousine? Bien entendu, elle était avec vous le jour de mon arrivée. Si tu le dis. Après un silence, le vieil homme continue. Argus, c'est bon pour une bagnole, pas pour un chien. Argos, peut-être, comme le chien d'Ulysse. Connais pas. Il est où d'Ulysse? Il est du bourg? Mais non, c'est un grec, un ancien. Le chien, il est vieux aussi, mais il n'est pas grec, putain. C'est un espagnol ou un breton. C'est Margot qui me l'a dit. Un espagnol breton? Oui, un chien, quoi. Voilà. Un hiver chez Lulu, c'est pas un été avec Homère, hein, c'est manifestement. En tout cas, il est évident que ce qui est le plus intéressant dans la littérature de montagne, c'est aussi les histoires de vie que les romanciers peuvent décrire, et parce que ce sont des histoires qui sont très complètes et qui sont vraiment ancrées dans une société que l'on ne connaît pas forcément et qui est à la fois à part de la société urbaine dans laquelle on évolue, mais qui est une société qui est impactée par la modernité. Et les résistances qui sont opérées ne sont pas forcément toujours faciles à dompter. Oui. Et c'était quoi la question? Oui, je pense que entre le fait de vivre à la montagne, même dans un petit village comme ceux de par ici, et le fait de vivre en ville, il y a quand même un hiatus. Et beaucoup de personnes peuvent se réapproprier une vie plus saine ou moins polluée par à la fois l'air vicié ou l'argent, ou etc., et peuvent trouver refuge dans certaines vallées pour retrouver une vie plus simple, plus authentique, plus respectueuse de l'environnement dans lequel on peut évoluer. Alors justement, je cherchais un passage dans le bouquin, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais c'est encore un dialogue entre Lulu et Sylvestre. Et Sylvestre, Lulu est très malade, hein, pour tout vous dire. Il a quand même une cirrhose du foie et un cancer du foie. Oui, les soirées sont longues, hein, à la Bérarde. Bref, donc il est très malade et Sylvestre lui demande mais pourquoi il ne va pas dans une maison de retraite où il serait soigné plutôt que de rester tout seul avec ses chèvres et ses moutons. Et de mémoire, Lulu lui répond, mais lui dit mais tu as vu un peu les vieux qui sont dans les maisons de retraite au Bourdoisan? Ils n'ont plus de grains à donner aux poules, ils n'ont plus d'herbe à arracher, ils n'ont plus d'herbe à donner aux lapins, ils ne servent plus à rien. C'est pour ça qu'ils crèvent. Et ils ont vendu leur maison à des cons de la vallée pour payer leur maison de retraite, etc. Donc voilà, c'est... Et il dit quelque chose d'intéressant, et ça, c'est à peu près authentique. Il dit, tu vois, toi, tu pars dans le monde pour chercher un ailleurs que tu trouves jamais. Et il dit, moi je cherche rien parce que j'appartiens à la Bérarde.
Donc il ne cherche pas à être propriétaire, mais c'est lui qui appartient à la Bérarde. Donc c'est lui qui appartient au lieu. Donc il n'a même pas besoin d'être propriétaire. Oui, c'est ça, quand on parle des hommes de la terre, c'est exactement ça. Hein, on est vraiment en fusion avec le territoire sur lequel on est né. Et ces histoires de vie sont passionnantes parce qu'elles posent aussi le problème du sens que l'on peut donner à sa vie, du risque joyeusement assumé, par exemple de certains alpinistes, et puis du risque subi comme celui de ton héros qui s'est durci au fil des années parce que pour des raisons de haine et de ressentiment, mais qui voit sa mort prochaine et qui a une vision de la vie qui est tout à fait particulière parce qu'il recompose sa vie et il repense à ce que la vie lui a donné comme amour déçu. Oui, d'ailleurs, mon personnage Sylvestre, Lulu, donc il a été inspiré par un personnage réel qui s'appelait Rémi Turc. Et Rémi Turc, c'est un gars intéressant, il est rentré à l'ENSA très jeune, donc c'était un guide de haute montagne. Il est sorti aussi très jeune, forcément, et puis ensuite, tout de suite après, il est parti pour la guerre d'Algérie. Il est revenu, il a fait un peu le guidos, et puis après, il a arrêté. Et quand on lui demandait pourquoi il avait arrêté d'être guide, sa réponse était « J'aime pas les cons, et surtout pas ceux d'en bas ». Donc effectivement, il n'était pas très taillé pour ce métier, et il préférait ses chèvres et ses moutons qui au moins ne le contradisaient pas. Mais c'est peut-être aussi une façon de se replier sur soi-même et d'éviter de s'ouvrir sur le monde, parce que celle de la vie, c'est peut-être aussi fait de rencontres, d'échanges, de partage. Et est-ce que la montagne est un endroit qui facilite justement ces échanges et ce partage? Honnêtement, probablement pas. Quand on va dans les vallées, notamment je passe à certaines vallées suisses, ça sent pas beaucoup l'ouverture. Donc non, je suis pas sûr que la montagne serve nécessairement à ouvrir l'esprit. Justement, moi, mon Lulu, ce qui compte pour lui, c'est de se fondre dans le paysage, de se fondre dans la matière. Et oui, bon, c'est un asocial. Est-ce que la montagne serait pas plutôt un refuge pour les asociaux? C'est possible. Je ne suis pas sûr que ça soit une terre d'échange. Peut-être dû aux conditions climatiques qui ont été rudes pendant de très nombreuses années. Et peut-être que maintenant, avec le réchauffement climatique, les mentalités vont peut-être évoluer dans un sens différent, comme elles ont évolué dans les années 70-80 avec l'expansion des activités touristiques et l'industrialisation du tourisme. Oui, bien sûr, tout change. Moi, j'aime bien caricaturer mes personnages, forcer le trait. Mais oui, effectivement, tous les alpins ne sont pas des goitreux et des asociaux. Enfin, pas tous. Heureusement, et on en a des exemples là lors de ce salon du livre, parce qu'on a effectivement un certain nombre d'auteurs et de visiteurs qui sont vraiment remarquables par leur capacité d'imagination et leur sens de l'ouverture, de l'amitié et de la solidarité. Et parce que la montagne aussi porte à la solidarité et à l'entraide. C'est l'esprit des cordées dont on a souvent parlé. Oui, mais alors, encore une fois, l'esprit de cordée, c'est une chose, et vivre dans sa vallée en contact avec la nature, c'est une autre chose. Il y a autant de montagnards que de vallées, même plus. Donc chacun sa vérité. Rémi Turc, c'est une vérité, il y en a d'autres. Hein. Mais je sais pas, ils ont peut-être des questions, nos amis. Voilà, à chacun son Everest et à chacun sa façon de vivre en montagne. Vous auriez des questions à poser, oui, monsieur? Il y a un mot que je crois ne pas avoir entendu de cette discussion, c'est le mot liberté, auquel je pensais quand vous avez évoqué la notion de courage, la notion de courage individuel vs le courage collectif.
avec le risque qu'on fait porter à d'autres. C'est une discussion qui a souvent eu entre les adeptes de l'alpinisme et ceux qui ne connaissent pas l'alpinisme, entre le risque que prend l'alpinisme, que prend l'alpiniste, et le danger qu'il fait courir au sauveteur. Personnellement, je trouve que c'est un débat très intéressant, parce que pour moi, l'alpinisme, et donc pas la marche montagne, mais l'alpinisme, c'est un domaine de la liberté, du courage, comme vous l'avez si bien dit, de passer sur le truc. Mais cette notion de liberté est très importante et c'est éminemment à respecter par rapport au risque collectif. Ah, alors là, ça nous entraîne un peu loin. C'est un sujet que j'adore. Hein. Bon, tout d'abord, pour moi, la liberté, c'est un prérequis. C'est-à-dire que l'alpiniste, le montagnard, est nécessairement libre. En tout cas, c'est ce qu'il cherche. Après, quelles sont les limites de sa liberté? C'est une bonne question. Et pour moi, avec liberté, il y a un mot qui va avec, c'est responsabilité. Il se trouve que mon fils est gendarme au PGHM de Chamonix et j'adore faire le débriefing chaque semaine avec lui sur le contenu de ses interventions. Et il me dit des choses qu'on ne trouve pas nécessairement dans les journaux. Ce que je peux dire globalement, et là on ne parle pas de montagnard, on parle de consommateur de montagne, ce qui est très différent. Le consommateur de montagne, aujourd'hui, il est sur les aiguilles rouges, il est parti du col des Montées, il arrive au lac Blanc, et puis il s'aperçoit que les remontées sont fermées pour descendre, et il appelle le PGHM en disant « Écoutez, est-ce que vous pourriez me chercher parce que je suis fatigué ?» Non, mais voilà, ça c'est une réalité aujourd'hui, il faut le savoir. Donc je fais une grosse différence entre le montagnard qui est responsable et le consommateur de montagne. Et aujourd'hui, hélas, il y a de plus en plus de consommateurs de montagne et heureusement, on continue à avoir des montagnards, Dieu merci. On est toujours libre comme la mer autour des sombres îles. Je veux dire, on a un désir de liberté, mais on doit toujours tenir compte, effectivement, des difficultés et des risques sur lesquels on peut se heurter. D'autres questions? Et puis, il y a en montagne comme ailleurs toujours un problème de responsabilité, certes, mais qui amène à prendre la décision, et la bonne décision au bon moment avec les personnes qui vont assumer effectivement les risques. Et là, je vous renvoie au livre de Éric Descamps, Jacques Dallest et Alexis Malon sur le guide et le procureur, qui montre bien que la pratique de la montagne est une pratique qui nécessite en permanence une analyse des bénéfices et des risques que l'on est amené à prendre pour soi-même et pour les autres. Alors, un des problèmes, c'est que la notion de courage, dans le courage, vous avez plusieurs notions. Donc on a parlé de l'aspect moral, donc le noble objectif, mais le courage originel, celui de Homère, c'est l'élan, c'est la force. Après, vous avez aussi la persévérance, chère aux philosophes chrétiens, et puis vous avez la lucidité, chère à Platon. Mais revenons sur la force. La force, elle varie en fonction de l'âge et de la lucidité. C'est-à-dire, plus vous avancez en âge, moins vous avez de force, d'élan, moins vous avez d'envie, et plus vous êtes lucide. Et le problème de la montagne, c'est qu'en fait, le maximum de risques en général, et ça, que j'en parle avec des guides ou avec des secouristes, etc., jusqu'à 30 ans, les gars, ils y vont. Après 30 ans, ils commencent à réfléchir. Et puis, passé 50, on devient très lucide. C'est bizarre, hein, mais ça fonctionne comme ça. Et ça, c'est vrai, je dirais que c'est une règle qui se confirme à 95%. Et puis, la pratique de la montagne amène souvent à faire table rase de ses certitudes, parce que c'est une école d'humilité et d'attention permanente. Oui, et souvent, on apprend, comme disent les Anglais, by the hard way, hein, de la façon difficile, au travers de l'accident.
Quand vous regardez les taux de mortalité chez les guides, c'est assez effrayant quand même, hein. Vous savez qu'il y a à peu près 20% d'une promotion de guide qui ne partira pas à la retraite. Alors c'est peut-être 17, etc., mais c'est de cet ordre-là. Chez les secouristes de haute montagne, on a les mêmes statistiques. Alors vous allez me dire que c'est la fréquence et de l'exposition, certes, mais pas que. Pas que. Donc des fois aussi on apprend, c'est compliqué, hein, parce que être de plus en plus prudent c'est bien, mais ok, à 60 ans on ne fait plus les mêmes choses qu'on faisait il y a 30 ans, quoi. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vraiment remercier Gérard Guerrier et puis vraiment mettre en avant le fait qu'au fil de ses ouvrages, du courage, éloge de la peur, il a poursuivi son éloge des éléments qui font l'étoffe des héros et qui nous amènent à mieux vivre en montagne ou en tout cas à vivre de façon plus adaptée. Et après le courage et la peur, peut-être qu'il va nous donner son éloge de la lucidité, du doute, de l'incertitude, parce que c'est effectivement ce dont on a besoin en temps réel pour justement éviter de commettre de belles imprudences pour soi-même et pour les autres. Et je pense qu'il pourrait nous dire quelle est son actualité et quels sont les ouvrages qu'il nous propose, parce que ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'il est aussi un romancier inspiré par l'histoire et qu'il a écrit un certain nombre de livres qui se rapportent à l'histoire, notamment l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans les Alpes. Oui, j'écris, j'aime écrire, donc, et puis j'aime l'histoire, et puis j'aime les choses complexes. J'aime les problèmes complexes. Donc effectivement, j'ai écrit, mais ne vous précipitez pas, parce qu'il est épuisé, donc il est uniquement disponible en version électronique. J'ai écrit un livre sur la résistance. Et moi, ce qui m'intéressait dans la résistance, on retrouve un peu tous les thèmes dont on vient de discuter pendant 1 heure. Moi, je voulais restituer toute la complexité de l'époque, de la résistance. Aujourd'hui, quand vous lisez, et Dieu sait si j'en ai lu des livres sur la résistance, très souvent vous avez les blancs et les noirs. Hein. Donc sur les Glières, vous avez les héros du 27e BCA, Tom Morel, Capitaine Angeau, etc. Et puis les salauds de la milice et des GMR, que sais-je encore. Au Vercors, c'est pareil. Enfin, si vous suivez l'histoire officielle, c'est à peu près comme ça. C'est les bons contre les collabos. Et en fait, moi, il se trouve que quand j'étais tout petit, j'ai été élevé dans le Vercors. Et j'ai compris peu à peu que l'histoire était beaucoup plus complexe que ça. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai choisi de faire un livre, mais c'est quasiment un film, à hauteur de résistants. Et donc, j'ai choisi une famille de juifs de Nice, une famille remarquable, qui était amie de Simone Veil, les filles étaient dans le même lycée, et qui ont choisi de prendre le maquis pour se réfugier d'abord, et qui ont participé au combat de la résistance. Et je suis allé enquêter pendant 1 an sur le terrain, alors évidemment un travail d'archives, mais aussi des rencontres avec les derniers témoins, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé sur 2 vallées, la vallée de Barcelonnette et la vallée du Haut-Verdon. Et pourquoi j'ai choisi ce secteur? Parce que personne n'avait rien écrit là-dessus, et il n'y avait pas les gardiens du temple, donc j'avais une liberté totale. Et j'ai découvert des choses incroyables, et j'ai essayé vraiment de faire revivre ces résistants avec leurs doutes, leur amateurisme, parce que la plupart c'était des gros amateurs, hein, c'était pas des guerriers professionnels, leur jeunesse, parce que la plupart des résistants, ils avaient quel âge? Ils avaient entre 20 et 22 ans. Ils étaient appelés au STO, et pour ne pas partir au STO, ils montaient au maquis, etc. Et leurs erreurs, leurs errements, et c'est ça qui m'intéressait. Donc je ferme la parenthèse. Donc j'écris ce livre-là, j'ai écrit aussi un autre livre d'histoire sur la guerre des glaciers, qui s'appelle Alpini. Et là, ce qui m'intéressait, c'était... donc ça se passe de 1913 à 1916, entre le col de Stelvio et le lac de Garde, sur 2 massifs glaciaires, qui est le massif de l'Ortles et le massif de la Damello. Et ce qui me fascinait, c'était que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des hommes ont choisi de vivre en hiver à 3300 mètres. Parce que jusque-là, l'hiver à 3300 mètres, on n'y habitait pas,
on ne traversait même pas, on était au fond des vallées, près du feu, en train de faire du fromage. Et là, non, les gens vivaient et ils ont appris que la grappa, ça gelait à partir de moins 32 degrés, etc., que le vin, à partir de moins 8, c'était plus bon, que les mulets, au mois de février, sur les crêtes de l'Anamello, ils crevaient plus vite que les chiens. Ils ont découvert les avalanches. Vous savez que sur ce front, il y a eu plus de morts dues aux avalanches qu'aux canons. Et voilà, j'ai voulu faire revivre cette époque dans un bouquin qui est le seul livre en français, en langue française, qui existe sur ce petit épisode de la guerre mondiale. Alpini, ouais. Et puis, ben, mon prochain ouvrage, alors, parce que moi, je suis incapable de me tenir à un genre, donc je passe de l'essai, entre guillemets, pseudo-philosophique au roman, du roman au récit, etc. Et là, ça s'appelle Rêve d'Icare avec un S, Rêve avec un S, d'Icare. Et en fait, ça va être un gros livre consacré à tous les pionniers du vol sans moteur. Donc, parce que je fais une différence dans l'histoire de l'aviation, je fais une différence entre ceux comme les frères Wright. Alors les frères Wright, j'ai la même détestation des frères Wright avec Whymper. Enfin, ça fait partie de mes bêtes noires. C'est vraiment des enfoirés. Et leur objectif, c'était de gagner de la thune, comme dirait mon fils. C'était de gagner de la thune, voler pour gagner de la thune. Donc ils cadenassaient avec des brevets, etc., au point qu'un autre Américain qui s'appelait Glenn Curtis, qui était quand même célèbre, qui leur a demandé à un moment s'ils pouvaient sauter en écartant les bras sans avoir un procès. Bref, donc ça, c'est pas ceux qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rêveurs, justement. Alors il y a des rêveurs absolument fantastiques. Donc j'ai fait un gros boulot, j'ai 2 ans de travail. Alors il y en avait, alors si on remonte au marquis de Bacqueville qui essayait de sauter la Seine en s'élançant de l'école des Beaux-Arts, il s'est craché sur un bateau lavoir. C'était quand même en 1743, c'était pas si évident. Il y en a plein d'autres comme ça. Et puis il y en a un autre que j'aime bien, c'est Samuel Franklin Cody. Alors Samuel Franklin Cody, c'était un Américain qui se faisait passer pour le fils de Buffalo Bill. Et son truc, c'était un tireur d'élite, donc il faisait les cirques en France, etc. Après, il a inventé la course vélo contre cheval. Alors lui était à cheval contre les cyclistes de l'époque. Et puis après, il a trouvé ça très drôle, toujours pour ameuter la foule, de faire enlever des hommes, sa femme notamment, avec des cerfs-volants géants. Il a réussi à les monter jusqu'à 1200 mètres. Et il est devenu comme ça le premier Anglais, parce qu'il s'était fait naturaliser, à voler avec un avion, etc. Et donc j'ai des tas de portraits comme ça, et ça va jusqu'au base jump aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais du base jump, bon, évidemment du parapente, etc. Donc c'est un bel ouvrage, et je me suis vraiment régalé à le faire. Et ça a un lien avec la montagne, parce que évidemment, le delta, notamment, et le parapente, c'est d'abord des sports alpins. Donc voilà, c'est le dernier bouquin, et puis le prochain, il faut que je l'écrive. Et l'alpinisme, tu connais? Alors moi, non, moi, je n'ai pas fait l'alpinisme, tu connais, j'ai fait la rando, tu connais, justement. Tu vois, justement, Montagne à Vache, c'est Catherine Desnivel qui est venue me voir un jour et me dit, tu sais, j'ai ma série, l'alpi, tu connais, le ski, tu connais, j'aimerais bien faire un truc sur la rando. Et je lui ai dit, ben, écoute, t'es bien tombé, parce que je me suis toujours demandé si j'étais capable d'écrire pour les enfants. Et donc, j'ai écrit la rando, tu connais. Et je ne sais toujours pas si je suis capable, mais en tout cas, les enfants aiment bien. Oui, je confirme, ils aiment bien. Et ils en veulent chacun un exemplaire. En tout cas, merci Gérard Guerrier pour nous avoir montré la montagne dans toute sa complexité et la littérature de montagne dans sa pluralité. Je pense que grâce à l'ensemble de tes ouvrages, que ce soit des essais ou des romans, tu mets bien en évidence quel doit être le sens de la vie, mais aussi le sens des mots qu'il faut éviter de diluer dans le langage courant pour leur conserver toute leur force. En tout cas, merci beaucoup d'avoir consacré 1 heure au salon.